Chers Camerounaises, chers Camerounais, peuple camerounais, le Cameroun est à sa croisée de chemin. Le Cameroun a un rendez-vous avec son histoire, une histoire parsemée de beaucoup de difficultés depuis la guerre d'indépendance dans les années 50-60 à ce jour, 2025, où le Cameroun a connu des atrocités, des exactions, du génocide perpétré par nos anciens maîtres, les colons, notamment les Français. Le Cameroun a perdu beaucoup de ses fils, ses dignes fils, de Douala Mangabel, et peut-être même avant, à Rouben Oumyobé, en passant par Ernest Ouandjé, à Félix Mounier, Houssène Diafana, et de bien valeureux nationalistes, hommes politiques, qui ont lutté pour le pluralisme politique, comme on a connu dans les années 90. Le Cameroun a connu des élections au forceps, des élections truquées, arrangées, pour un seul objectif, c'est de maintenir la République d'avant. Celle commencée par le président Amadou Ahidjo et qui a donné le flambeau à son successeur, Paul Biya. Les deux ayant cumulé plus de 60 ans de présidence. 22 pour le premier, 42 voire 43 pour le second. C'est trop pour un seul pays. Et ce, au prix de beaucoup de tricheries, beaucoup de réprimandes, beaucoup de menaces, même de tueries. Le Cameroun est le seul pays au monde qui, en plus de 70 ans d'indépendance, n'a connu que deux présidents. Le Cameroun est le pays qui a le plus reculé en termes de développement économique, développement social. Et le Cameroun est ce pays qui, alors jadis locomotive de la sous-région la plus pauvre, du continent le plus pauvre, ou du moins le plus sous-développé du monde, est aujourd'hui quasiment le dernier de ce continent, de cette sous-région, en termes de dynamique de progression. Or, le Cameroun est le pays africain qui regorge le plus de potentiel dans plusieurs domaines de la société. Il est donc temps pour que le Cameroun réussisse à briser le plafond de verre qui veut que celui qui organise l'élection gagne l'élection par tous les moyens, car il a mis en place tous les mécanismes pour gagner les élections. Quand même, il est établi qu'il a perdu l'élection, comme en 1992, que le Cameroun soit ce pays où son président sortant se déclare vainqueur par des mécanismes que nous connaissons, parmi lesquels on dénombre la justice aux ordres, la préfectorale aux ordres, l'opposition embastillée, embrigadée, divisée, l'opposition de traîtrise, et un peuple qui observe, qui tourne le dos à son destin, qui veut voir ses enfants grandir. Ce Cameroun-là doit prendre fin en octobre 2025. Et pour ce faire, j'ai une modeste proposition à faire au peuple camerounais, aux hommes politiques camerounais, ceux de l'opposition. Une modeste contribution qui tient compte de notre histoire, de notre patrimoine historique, qui va puiser dans l'ancestralité, dans ce que nos dévanciers ont eu à faire comme sacrifice pour ce pays et que nous commençons petit à petit à reconnaître. Et nous devons donc faire honneur à nos ancêtres, à nos prédécesseurs, à nos dévanciers, ceux-là qui sont sacrifiés pour notre pays, mais qui ont été abandonnés par un peuple peureux, un peuple défaitiste, un peuple qui ne sait pas se sacrifier, qui ne sait pas ce que c'est que le sacrifice, et un peuple traître. Car des traîtres, il y en a eu. Et nous en avons assez. Nous devons donc puiser dans ça, s'en inspirer, pour arriver à une dynamique associative, une mutualisation des efforts, pour avoir un noyau fort, autour duquel va converger l'esprit conquérant de toutes les populations du Cameroun, quelles qu'elles soient, de quelle région qu'elles soient. Des populations qui doivent comprendre que leur avenir ne passe pas par des réflexes tribaux, mais par l'intérêt personnel. Qu'est-ce que je gagne? À rester dans le statu quo ou à évoluer vers ce qui est nouveau, ce qui est vertueux, ce qui fera en sorte que demain, que je puisse me soigner, que je puisse m'éduquer, que je puisse manger. Qui est la meilleure personne à pouvoir m'amener vers ça, quelles que soient ses origines? Quel est mon parcours? Quel est mon bilan personnel à ce jour? Moi qui ai 40 ans, qui ai 50 ans, qui ai 30 ans, qui ai même 20 ans, c'est quoi mon bilan personnel? Peut-il être meilleur? Ou dois-je me contenter des discours creux, pompeux, de ceux qui ont essayé, qui n'ont jamais pu? Car ils en sont incapables. Je vous amène donc vers cette proposition, ce New Deal à effet de rentrer dans la Troisième République. C'est quoi la Troisième République?
Nous en parlons tout de suite. Suivez-moi. Alors, la Troisième République se trouve ici. Ou du moins, la dynamique vers la Troisième République, vous l'avez dans ce tableau avec ces images que je vais vous expliquer de manière méthodique, progressive, pour comprendre ce que j'entends par associer les forces, associer l'essentiel des courants sociopolitiques du Cameroun pour fédérer des énergies, avoir le plus large consensus possible auquel se reconnaîtrait le peuple, pour aller dans la triptyque de voter, surveiller son vote et défendre son vote. La défense du vote, elle est fondamentale. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? L'ordre a sa raison d'être. Vous avez des personnalités politiques, de la société civile, des religieux et autres, qui, mis ensemble, peuvent booster la dynamique vers la victoire finale. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Elle est à compléter. Elle est à compléter par les bonnes volontés. Donc, nous restons ouverts à tout débat qui pourrait enrichir ces listes. Alors ici, là, je vous ai parlé dans mon avant-propos de l'histoire, nos ancêtres, nos dévanciers. Vous les retrouvez ici, en bas. Le premier représentant de cette histoire du nationalisme camerounais, de la volonté de se défaire de la tutelle occidentale et de faire du Cameroun un pays indépendant, un pays qui met le Cameroun au centre de toutes les préoccupations, c'est Rodolphe Douala Mangarel, ici là, assassiné par les Allemands. Et les successeurs de Rodolphe Douala Mangarel s'appellent Ossende Afana, un homme du centre, Ernest Ouandjé, un homme de l'ouest, Félix Moumié, digne fils du Noun, Bamoun, et Ruben Oumiobe, l'homme du peuple Bassa. Et donc, nous voyons que les nationalistes camerounais, qu'on appelait les maquisards, mais qui n'étaient que des amoureux de notre pays, se recrutent dans toutes les régions du Cameroun. À cette époque, il n'y avait pas de tribalisme. On ne savait pas qui est de telle ou telle région. Vous avez quand même un homme du centre. Pas loin de la zone conflictuelle aujourd'hui. Le pays organisateur. À l'époque, c'était pas le pays organisateur. À l'époque, c'était juste un enfant du centre, de la Léki, au Sénégal, qui a travaillé avec un homme de l'Ouest, Ernest Ouandjé, assassiné en 1971. Et vous verrez qu'il y a une composante essentielle dans la dynamique de la défense de notre vote. L'armée. Nous en reparlerons. Félix Moumié, le gars du Noun. Et l'ambassade. Il y a eu eux, mais il y a eu le clergé. Le clergé, représenté ici, l'église catholique, représentée par Monseigneur Dogmo. Monseigneur Dogmo, qui a eu son rôle dans la lutte de l'indépendance camerounaise. Et qui n'a eu droit à sa survie qu'au fait que c'était un homme de Dieu, avec le soutien du Vatican. Sinon, Aïdjo aurait eu raison de lui. Le clergé. Tiens, tiens, le clergé. Vous voyez, celui-ci. L'abbé Bakaba. Quel homme de courage. Qui nous a dit, lors d'une émission du Canal 2, nous a dit qu'il assume le fait que l'Église doit prendre une position claire, nette et précise. Car il y a des pays, et là c'était l'Allemagne, où il y a des partis démocrates chrétiens. L'Église fait partie de notre société. On peut lui reprocher des choses, mais elle fait partie de notre société. Elle doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et je vous expliquerai comment l'Église catholique, en l'occurrence, peut jouer un rôle essentiel dans le processus électoral du Cameroun. Nous y reviendrons. Donc, le passé, nos ancêtres, nos aïeux, hommes politiques et l'Église catholique, qui jouera un rôle aujourd'hui par le biais de tous ceux qui pensent comme l'abbé Bakaba. Le clergé aura un rôle, celui de sécuriser les votes. L'Église catholique est implantée dans tout le territoire national, plus que le RDPC. Les catholiques, les croyants, sont des Camerounais. Et il y en a beaucoup qui sont pour le changement. Il suffit que le clergé donne des consignes à leurs ouailles d'aller dans les bureaux de vote et de sécuriser les votes comme scrutateurs ou autres, pour qu'on n'ait plus la même défaillance qu'en 2018. Le peuple camerounais, le peuple croyant, catholique, car l'Église catholique a démontré qu'elle est pour le changement, peut donc participer
par la sécurisation des votes. Donc c'est l'une des composantes de la triptyque. Voter, surveiller et défendre. Le clergé contribuera dans la surveillance du vote. Et on remonte donc aux hommes politiques d'aujourd'hui. Les dignes fils des prédécesseurs. Évidemment, on vous a parlé de Douala Mangabel. Il y a un homme politique camerounais, ici, de la même région que Rodolphe Douala Mangabel, qui est un modéré, qui a une proposition qui, à mon avis, est assez consensuelle, qui s'appelle M. Sambaka. Sambaka, Rodolphe Douala Mangabel. Même région. Comprenez très bien, ce n'est pas un réflexe d'entité tribale. Mais c'est juste une symbolique. Les symboles, c'est important dans la vie. Donc, Sambaka, Rodolphe Douala Mangabel. M. Denis Emilien Tangana. Homme du centre, de la Léquier. Qui mieux pour représenter Hussein Dafana, Emilien Tangana, qui n'est pas Maurice Kamto incompatible, car d'ailleurs transfuge du MRC. Maurice Kamto, digne successeur d'Ernest Wandji, ami de Félix Moumi, donc de Tomaino Damjoya. D'ailleurs, on a vu Maurice Kamto au premier rang d'une réunion de l'UDC. Professeur Jean Baïbek. Professeur Jean Baïbek, digne successeur de Ruben Oumiobe. Jean Baïbek, considéré comme candidat de l'UPC fondamentaliste, c'est-à-dire l'UPC qui épouse la vision de Ruben Oumiobe. Et alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font là? Le Nord est essentiel dans l'équilibre des forces pour le changement vers la Troisième République. Et le Nord serait bien représenté de manière pas exhaustive par M. Abdourahmane, qui a au moins démontré une chose. Il n'aime pas l'injustice. C'est un habitué des procédures pour infléchir un ordre injuste. Et M. Gatama, qui est l'une des voix qui porte dans le Nord. Et ces deux joueraient un rôle essentiel dans la dynamique de fédération des forces du changement. Là, nous avons des hommes de la société civile, mais des hommes essentiels pour appuyer le rôle du successeur de Hussein Dafana dans le centre et le sud, pour casser la dynamique du statu quo que le pouvoir essaie d'imposer dans ce qu'on a souvent appelé le socle granitique. Un socle granitique qui est fragilisé par la popularité du professeur Abba Oyono et l'impertinence philosophique de celui qu'on appelle affectueusement philosophe, mais un homme de conviction, un homme qui met en difficulté tous les pontes du pouvoir qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Et donc, ce trio ferait mal au pouvoir en place dans une population qui s'interroge sur son avenir, qui s'interroge sur l'intérêt qu'elle a à continuer à faire confiance à des hommes politiques qui ne pensent qu'à eux et à personne d'autre. Nous avons donc ici, là, des hommes politiques qui ont chacun ses atouts. Je vois deux personnes qui ont une statue nationale, qui peuvent aller puiser partout de manière consistante pour mettre à mal le RDPC. L'UPC, mais pas parce que l'UPC, mais parce que celui qui est en tête de liste dans une élection où on vote d'abord un individu et non un parti. Mais évidemment, le parti est important, le parti est essentiel. Mais l'homme lui-même, professeur Jean Baïbek, il transcende tous les clivages sociologiques et il va recruter suffisamment d'électeurs pour la coalition. Le professeur Maurice Kamto, ça ne se discute même pas. Et maintenant, nous avons des bastions imprenables. Le bastion de l'UDC, avec l'épouse de l'ancien ministre de l'Éducation nationale du Cameroun, qui avait fait échouer la fille du président Amadou Ahidjo. Un homme d'honneur, un homme de conviction, un homme sérieux. Et son épouse, qui s'est permis d'interpeller le président de la République lors des vœux au président, va sécuriser tout le Noun et les environs. Et tous les ressortissants du Noun éparpillés dans le monde seront à la cause commune. Aussi influence régionale, mais qui peut s'étendre davantage parce que ces deux personnages, ces deux tourbillons, ont une dimension qui va largement au-delà de leur fief. Donc avec ça, plus les autres que j'oublie peut-être, qui joueront un rôle aussi essentiel, ferait que on ira rapidement vers un contentieux, parce qu'il y en aura, post-électoral qui sera en notre faveur. Lequel contentieux post-électoral trouve un écho, ou trouve un écho dans la position de ces deux hommes de la société civile, qu'on peut appeler éveilleurs de conscience ou lanceurs d'alerte. Des personnes qui comptent
par leur intelligence, par leur expérience et par leur influence. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas d'élection qui vaille. Que le Cameroun est obligé de passer par une révolution. Une révolution que certains qualifieraient d'antidémocratique, mais nécessaire. Et moi, je dis qu'en fait, ce qu'ils disent sans peut-être le dire, mais ils le disent quand même, c'est que le pouvoir ne se donnera pas au Cameroun uniquement par les urnes. Oui, parce qu'on sait que les urnes vont parler, mais elles parleront comme le pouvoir veut qu'elles parlent. C'est-à-dire que le pouvoir en place ne se voit pas, ne nous voyons pas la face, en train de déclarer un autre candidat que le candidat du pouvoir vainqueur. C'est impossible. Et on le voit déjà par l'interprétation du non-respect d'une loi essentielle, fondamentale, au code électoral. L'article 80, qui demande à publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. Nous sommes au mois de février, ce n'est toujours pas fait. Et non seulement ce n'est pas fait, mais ça ne veut même pas être fait. Avec un dilatoire inexplicable entre les juridictions nationales, que sont le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel et le Conseil électoral. Chacun rejetant sa responsabilité, en invoquant un problème d'incompétence juridictionnelle. C'est dire si ce Conseil constitutionnel, à la solde du RDPC, déclarera le candidat RDPC, qui est M. Paul Biya, vainqueur. Et donc là, on rentrera dans un processus insurrectionnel, si le peuple est uni, si le peuple est déterminé à revendiquer le passage à cette fameuse Troisième République. Et donc en ça, nous devons nous préparer justement, moralement, matériellement, à descendre dans la rue. Et c'est l'appel de M. Franklin Yamsi et Patrice Nouma. Donc nous ne pouvons ne pas tenir compte de cet élément, mais qui viendra après que nous ayons fait notre boulot. Le boulot de s'inscrire dans la liste électorale, de former une coalition, une association, une mutualisation, et d'aller voter. Mais après avoir voté, apprêtons-nous à aller dans la rue. Parce que nous sommes obligés de passer par là. Et pour passer par là, il faut un peuple déterminé. Un peuple qui sera d'autant plus déterminé que ceux-ci auront réussi à s'entendre. Bon Dieu. Eux et d'autres, ils les rejoindraient. M. Billet, le président du FP, et bien d'autres. Acteurs politiques, que je ne cite pas ici, qui m'en excusent, mais qui seraient bien dans cette dynamique-là, et qui joueraient un rôle. Et maintenant, il reviendrait donc à tous ces acteurs de se délester de leurs égos, de s'asseoir, de convenir d'un process qui permettrait soit de choisir le candidat porté par l'un des partis, soit d'y aller en solo, mais en ayant signé un pacte, non seulement de non-agression, mais aussi de solidarité à toute épreuve et dans toutes les épreuves qui vont joncher ce processus électoral. Au point où, en toute objectivité, celui qui gagnera, que les autres soient solidaires. Et parce que ils auront déjà mis en place un pacte, un code de bonne conduite. Et même, après, un gouvernement consensuel, qui aura entre autres nouveautés, c'est de s'engager qu'une fois élu et installé. Et comme l'installation au pouvoir passera par la rue, automatiquement, donc, avec l'appel de tous les candidats, au peuple, à ses partisans, de descendre dans la rue, parce que c'est inéluctable. Et que celui-là, qui sera donc imposé, parce que ce sera aussi une imposition, puisque le vote ne sera pas respecté par élégance. Celui-là, qui soit un président du consensus, et un président de la transition, car c'est de ça qu'il s'agit, d'une certaine forme de transition, vers un procédé électoral plus sain, avec un code électoral propre, toiletté, après. Et donc celui-là devrait s'engager à faire un mandat de 4 ans. Voilà l'un des éléments de ma Troisième République. Le Cameroun a tellement souffert des présidences interminables, que nous devons rattraper notre retard sur toutes les nations à peu près démocratiques africaines. 4 ans. Et ne me dites pas que c'est impossible. Il y a bien au minimum un pays, et ce n'est pas le dernier des pays du monde, qui a un mandat de 4 ans. 4 ans pour mettre en place un vrai processus électoral, asseoir la démocratie camerounaise, finir avec les urgences que sont la corruption, le renflouement des caisses de l'État, une santé convenable, une éducation convenable, un service civique qui revient en force, une économie qui se mettra dans les rails, en 4 ans, dans un pays immensément riche. On peut le faire, et ça peut se faire. Et ça permet justement aux hommes politiques qu'on sait que de manière naturelle,
un homme politique veut le pouvoir, veut accéder au pouvoir. Et dans une démocratie, il comprendrait qu'il n'accède pas au pouvoir parce que le jeu politique, clair, net, limpide, transparent, ne fait pas de lui le meilleur. Il comprendrait ça. Et donc, tout homme politique ambitieux accepterait d'être dans une association d'efforts où il n'est pas celui qui va prendre les rênes tout de suite, mais qui peut les prendre dans 4 ans. Le jeune aura le temps, le moins jeune aura aussi le temps, parce que 4 ans, ça passe vite. 4 ans et 7 ans, ce n'est pas la même chose. Cette troisième république, qui va donc écourter le mandat présidentiel à 4 ans, renouvelable une seule fois, et que ce soit inscrit sur du marbre, quelles que soient les raisons qu'aucun président ne soit capable de changer la Constitution à effet de prolonger à plus de 2 mandats sa présidence. Et donc de cela, celui qui sera porté à la magistrature, parce qu'il y a eu finalement une union sacrée pour un seul candidat, ou alors qui se dit que bon, on y va, au moins on sécurise la défense de nos résultats. On sait que le bilan de Paul Biya ne peut pas faire de lui le prochain candidat. Et que si on part sur le principe qu'on a quand même un peuple un peu responsable, Paul Biya ne peut pas être voté par des gens normaux. Donc, on a des chances que l'un de nous soit vainqueur. Et nous allons sécuriser son vote. Mais il faut arriver au pouvoir, que celui-là sache qu'il est quand même dans une présidence de transition qui durera 4 ans. Il aura le droit de se représenter après. Et s'il gagne, il fait 4 ans et puis, oups, il aura fait 8 ans. Vous voyez. Et d'ailleurs, les autres peuvent attendre 8 ans. Puisque avec la constitution actuelle, il faut attendre 7 ans. Entre 7 ans et 8 ans, il y a une grosse différence. Et tous pourraient attendre encore 8 ans, au moins 4 ans. Ils peuvent. Même le plus âgé peut encore attendre 8 ans. On l'a vu. Il est plus jeune que Joshua Oshie. Il est plus dynamique que Joshua Oshie. Donc, dans un cas extraordinaire, que dans leur entente, ce n'est pas lui, parce que moi je n'en fais pas une fixation. Je pense qu'il a tous les atouts, mais je n'en fais pas une fixation parce que le fanatisme ne fait pas partie de mon ADN. Et que dans 4 ans, il peut, dans 8 ans, il peut. Tout comme il peut tout de suite. Ça va dépendre de comment ils vont s'entendre. Je peux vous assurer que, avec ces acteurs, et ces acteurs politiques, et ces acteurs de la société civile, nous avons au moins, plus ceux qui ne sont pas cités, mais qui peuvent rentrer dans la dynamique, nous avons au minimum 80% de la population camerounaise. 80% de la population camerounaise se retrouve dans ce projet. D'une durée de mandat de 4 ans, renouvelable maximum une fois. Ça nous permettra de rattraper nos retards. En termes de sclérose de la gouvernance, due à la longévité au pouvoir, nous rattrapons. Avec 80% de la population qui adhère à ce projet de la Troisième République, imaginez juste un petit pourcentage qui descendra dans la rue. Le pouvoir ne peut rien. Atanga va arranger ses velléités. Le BIR n'a même pas assez de munitions. Il ne pourra pas se permettre un carnage, car ce sera du génocide et la Cour pénale internationale. Oui, il ne peut rien. Et il ne fera rien. Parce qu'à l'époque où le héros Ernest Wandje était fusillé par ses militaires, il était parce qu'il était seul. Parce qu'il était seul. Que ces fils de la nation, en uniforme, ont eu raison de lui. Tout comme ils ont eu raison de Maître Ndoki ou Célestin Diamène lors des marches du MRC, parce qu'ils étaient seuls. Ne les laissons plus seuls. Ne laissons plus nos vaillants combattants seuls. Peuple, lève-toi. Lève-toi derrière tes héros. Tes héros que sont Rodolphe Mengabel, Ousseyn Diafana, Ernest Wandje, Félix Moumié, Ruben Oumiobe, Monseigneur Dokmo. Faisons honneur à ceux-là en soutenant ceux-ci et ceux que je n'ai pas cités. Peuple camerounais. Dépassons nos considérations, dépassons nos croyances, mettons nos intérêts vrais, objectifs, essentiels au centre de ce débat politique. Et nous verrons que Paul Biya, c'est du passé. Paul Biya ne peut rien face à un peuple vent debout pour le changement vers la Troisième République. Je vous remercie. À très bientôt.